Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo des John à l'appareil. Aujourd'hui, pour vous parler des missiles de type RR Fox 3. Alors, dans un premier temps, on va définir ce qu'est un Fox 3. Ensuite, nous irons voir pourquoi les Fox 3 ont été développés. Par la suite, nous irons voir un peu le fonctionnement, entre guillemets, des Fox 3. C'est-à-dire les principes de base qui régissent le fonctionnement de cet armement. Donc ensuite, dans le chapitre d'après, nous verrons un peu l'historique des Fox 3, avec une liste exhaustive en fonction des nations, non exhaustive, pardon, en fonction des nations, des missiles qui ont existé depuis leur invention jusqu'à nos jours, à peu près. On ne pourra pas tout traiter parce que la vidéo fera 1 heure, mais on en traitera les principaux protagonistes que nous connaissons dans le simulateur de vol Digital Combat Simulator. Et nous verrons une petite conclusion. On parlera quand même des petits inconvénients et des gros avantages que procurent ces armes. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, la définition des Fox 3. Les missiles portant la dénomination OTAN Fox 3 sont des missiles à guidage radar actif, c'est-à-dire qu'à l'instar des missiles Fox 1, dont je vous mets en lien dans les fiches une vidéo de la chaîne à ce sujet, n'est-ce pas? Ceux-ci ayant besoin des infos radars de l'avion tireur, les Fox 3 emportent leur propre radar afin de trouver un avion ennemi et de le neutraliser, entre guillemets. Pourquoi ces missiles ont été inventés? La raison d'être de ces missiles, comme nous l'avons vu avec les Fox 1, ces missiles devant être continuellement guidés par l'avion tireur, cela obligeait ces appareils à se rapprocher de la menace tout au long du vol du missile tiré jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Et autre inconvénient du fait de ce guidage continu, cela permettait à l'avion ennemi de connaître de façon suffisamment précise la position de l'appareil devant loquer la cible pour amener le missile au but, facilitant de ce fait une éventuelle riposte en cas d'échec du guidage du missile, ou si l'ennemi avait réussi une manœuvre évasive. Ça peut faire l'objet d'une vidéo, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Afin de pallier à ces défauts, les Américains développèrent à l'aube des années 70 les premiers missiles Fox 3 afin de pouvoir engager des appareils ennemis en toute discrétion, tout en évitant de se rapprocher de la menace. À ce titre, ces missiles sont appelés Fire and Forget, tir et oubli en français. Enfin, à quelques détails près, mais ça j'y reviens juste après. Fonctionnement. Comme on vient de le voir, ces missiles sont dits à guidage radar actif, car il emporte avec lui un mini-radar qui, contrairement au Fox 1, peut émettre ses propres ondes. Toutefois, ces radars n'étant pas aussi gros que celui de l'avion qui les emporte et possédant une autonomie énergétique toute relative, ils seront à chaque fois utilisés en toute fin de vol afin de pouvoir détruire à coup sûr l'adversaire. Donc pour débuter son vol, un Fox 3 aura quand même besoin des informations de position de l'avion à détruire, afin d'allumer son propre radar dans les derniers nautiques ou kilomètres, vous choisissez, avant sa cible. Le problème est, vous l'aurez compris, que la cible aura très certainement bougé entre le moment du tir et le moment du lock. Le lock du missile, on parle. Et donc que le missile risque de rater sa cible, si son radar ne trouve rien à se mettre sous la dent. C'est pour cela que par la suite, les utilisateurs de ces armements ont développé la liaison avion-missile, ou LAM, en français. Je connais pas l'acronyme anglais exact, mais si quelqu'un le connaît, je lui laisse nous le dire dans les commentaires. Donc la lame, afin de soutenir, ou bien lamer, comme on dit dans le milieu, le missile dans sa première phase de vol, durant laquelle il recevra les informations captées par le radar de l'avion tireur. Une fois à portée du radar du missile, ce dernier lock la cible, afin de se diriger sur celle-ci de manière complètement autonome. On dit alors à ce moment-là que le missile est pitbull. C'est un petit terme comme ça, je vous le lâche. Quand vous entendez pitbull, le missile, voilà, il est autonome. L'autre avancée majeure que va apporter cette technologie, c'est de pouvoir engager plusieurs cibles en même temps grâce à des modes de désignation radar du type Track While Scan, TWS.
En gros, vous allez voir un missile qui balaye, mais qui enregistre la position des méchants, en gros, pour schématiser. En effet, chaque missile sera guidé vers sa cible déterminée avant le tir, mais le radar, lui, sera en capacité de surveiller un certain nombre d'appareils de manière simultanée, tout en soutenant les armements envoyés sur l'adversaire. Le TWS apportera un autre avantage, celui de ne pas alerter l'ennemi au moment du tir. En effet, les systèmes d'alerte ne donnent des alarmes sonores principalement, attention, tout ce que je dis là, c'est dans la grande théorie, bien évidemment, de ce que nous connaissons dans le Digital Combat Simulator World. Mais en effet, les systèmes donc d'alerte ne donnent pas des alarmes sonores, en tout cas ils les donnent que si ce dernier se voit loqué par le radar ou le missile d'un potentiel agresseur. Voilà, c'est un petit peu le problème. Maintenant, dans le chapitre suivant, nous allons voir un peu la liste et l'histoire des missiles Fox 3. Donc le tout premier missile Fox 3 de l'histoire fut l'AIM-54 Phoenix, emporté uniquement par le célèbre F-14 Tomcat de l'US Navy. C'était le premier véritable appareil de supériorité aérienne. Son rôle était principalement de nettoyer le ciel de tout bombardier stratégique type Tu-95 ou autre, afin d'empêcher l'URSS de porter atteinte aux USA, voire même carrément à la flotte, d'où le nom de Fleet Defender. Ce missile, mis en service en 1974, était en tout point hors norme. Là, on va parler plutôt de la taille. Jugez plutôt 3,90 m de longueur, 38 cm de diamètre et une masse de 460 kg. Il emportait une charge militaire de 60 kg pouvant détruire de gros bombardiers ou bien encore une bonne quantité de chasseurs ennemis. Fun fact concernant DCS, les gars, dans les bons jours, lorsque ce missile fait mouche, il arrive parfois aux chasseurs visés par ces armes d'être complètement vaporisés à l'explosion. Mais ça, c'est dans le simu, Pour du multi-cible, ce fut une belle avancée. L'inconvénient provenant principalement de la taille de l'engin. Il est compréhensible de voir des chasseurs éviter ces missiles. En combat, les Américains n'ont enregistré aucune victoire aérienne avec cet armement, tandis que les Iraniens se targuent d'une bonne grosse centaine de victoires aériennes avec ce missile. Mais ça reste à vérifier. Les défauts de ce premier Fox 3 de l'histoire ont conduit la société Hughes à développer la seconde génération de ces armes aériennes, le missile RR moyenne portée AIM-120 AMRAAM. La miniaturisation des composants électroniques couplée à l'amélioration des propulseurs a poussé les US à concevoir un missile plus fin et plus léger, doté en outre de performances de vol accrues par rapport au Phoenix. Ce missile est en service depuis 1991 et est encore une référence aujourd'hui sous sa version Delta. Sa longueur est légèrement inférieure à l'AIM-54 quand son diamètre n'est que de 17,8 cm, lui conférant de meilleures performances aérodynamiques. Sa masse est également très inférieure à celle du Phoenix puisqu'elle descend alors jusqu'à 161,5 kg, dont 20,5 kg de charge militaire. Ces mensurations plus modérées permettront à ce missile d'obtenir 6 victoires aériennes en Irak et en ex-Yougoslavie. Côté russe, nous allons parler du missile R-77. Voyant les armes aériennes américaines devenir supérieures, les Russes, par le biais de la compagnie Vimpel, vont développer un missile surnommé l'Amramsky aux États-Unis. Ce missile sera mis en service en 1994 par les forces aérospatiales russes. Même si les dimensions sont similaires à l'AIM-120, la comparaison s'arrêtera là. Une des différences notables sur cette première version est la présence de grilles qui servent de gouverne au cours du vol du missile, à la manière d'un retour sur Terre d'une Falcon 9. Je vous ai déjà parlé de ma vidéo sur les fusées. Check donc ça, mon ami. Ce missile est toujours en activité aujourd'hui.
Mais malgré notamment son utilisation sur l'invasion en Ukraine et les développements dont a bénéficié cette arme, il n'existe aucune donnée quant à une éventuelle victoire aérienne en source ouverte, ou OSINT, ou Open Source Intelligence. Voilà, source ouverte quoi. Le Mika. Eh oui, on va parler d'un missile français maintenant. Je veux dire, hein, on survole, on fait pas tout, mais voilà, c'est les principales familles. Donc en France, nous avons développé, entre guillemets, en France, parce que c'est MBDA et c'est un consortium européen, je rappelle. Comme évoqué dans la vidéo sur les Fox 1, MBDA développera en 1996 le missile d'interception de combat et d'autoprotection Mika, qui sera utilisé sur le magnifique Mirage 2000-5, 2000-9, Rafale, puis sous sa version infrarouge, hein, petit guillemet, ça c'est un petit rappel à ce qui se passait dans les missiles Fox 1, il y a une version infrarouge du Mika, sera utilisé sur les Mirage F1 modernisés des Forces armées royales du Maroc et sur nos Mirage 2000D RMV pour rénovation à mi-vie. En termes de dimension et de performance, nous sommes toujours dans la gamme de l'AMRAAM, hein, sensiblement, c'est un tout petit peu plus court. Quant à ses victoires aériennes, au même titre que son aîné le Super 530, ce missile n'a jamais connu d'engagement. Pour le moment. Au moment où j'enregistre ces mots, hein, le missile n'a jamais connu de victoire. Toutefois, avec sa tête interchangeable, ce missile peut aujourd'hui remplacer notre vieillissant R550 Matra Magic 2. En dépit du fait que la version IR de ce missile est entrée en service en 2005 à l'escadron de chasse de Decoder sur Mirage 2000-5F, en dépit parce que c'est arrivé bien après le Mika EM en fait. Hein. Ce missile est quand même catégorisé dans les Fox 3 par les Américains et l'OTAN. Voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé, non, les Français, vous direz que c'est un Fox 3. Ou si vous voulez. Ça reste quand même un bon Fox 2. Quoi. Allez, maintenant on va parler des autres Fox 3. On va commencer avec Israël, qui par le biais du constructeur Rafael a fabriqué le Derby, dit descendant de la famille des missiles Python. Ce dernier bénéficie de l'adjonction d'une tête radar lui permettant de devenir un Fox 3. Il possède également les mêmes dimensions que les 3 derniers missiles dont nous venons de parler. Quant à son utilisation opérationnelle, pareil. Il n'existe rien à ce jour, pas de données officielles, rien de fiable, donc on n'en parlera pas de ça. La Chine, de son côté, a développé dans les années 2000 le missile PL-12. Plus connu pour les joueurs de DCS sous la dénomination de SD-10. Ce missile a bénéficié d'énormément de transferts de technologie des radars et des liaisons de données du missile russe R-77. Comme c'est bizarre. Il possède par ailleurs des caractéristiques techniques légèrement agrandies. Sa longueur passe à 3,85 m et son diamètre à 20,3 cm et possède une masse de 180 kg. Tout cela conjugué ensemble lui donne une portée maximale théorique de 70 kg. 10 km de moins que le R-77. Mais bon, tout ça c'est de la théorie, hein, c'est dans des tableaux. Vous verrez à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Côté opérationnel, pas d'utilisation non plus connue à ce jour. Bien, petit aparté maintenant sur le Météore. Je voulais en parler un tout petit peu parce que c'est un Fox 3. Et je sais que ce missile n'est pas officiellement utilisé dans DCS aujourd'hui, mais je ne voulais pas ou pouvais pas parler des Fox 3 sans parler du missile le plus redouté au monde. Honnêtement, je m'en parle. Je pense que je mesure mon propos. Développé par MBDA et qui a également conçu le missile Mika pour les besoins de la Royal Air Force, la Luftwaffe, l'Aeronautica Militare, l'Ejercito del Aire et la Flugwaffen. Ouais, bah les autres Flububuk et Ikea là, tu sais. Ce missile est propulsé par un statoréacteur. C'est comme un réacteur mais sans compresseur et sans turbine. L'avantage de ce système de propulsion, c'est la possibilité de moduler la poussée du missile et donc son autonomie, entre guillemets, en carburant. Ce dernier est un carburant solide, au même titre que les missiles dont nous avons parlé juste avant. MBDA précise également sur son site, carrément, que son arme ultime possède la plus grande No Escape Zone de tous les missiles fabriqués jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça la NES.
Il précise également que le missile bénéficie d'une liaison de données améliorée, pouvant améliorer très fortement le guidage du missile. Pour le reste, c'est un missile relativement gros, d'une masse de 184 kg et d'une portée théorique supérieure à 100 km, selon le site avionlégendaire.net. Site que je remercie au passage, car je me suis fortement appuyé sur leur article, que je vous mettrai en lien dans la description pour cette vidéo, mais également sur les précédentes qui traitaient des Fox 2 et des Fox 1. J'ai fait pareil. Voilà. D'autres missiles comme le R-37 pourraient être traités aujourd'hui, mais devant le manque de renseignements disponibles en source ouverte, je préfère faire l'impasse aujourd'hui. Conclusion. On l'a vu au début de cette vidéo, les missiles Fox 3 de type tir et oubli sont une grande avancée dans la guerre aérienne. Cependant, ils nécessitent quand même d'être guidés, ou lamés, pour améliorer leur précision. De plus, les liaisons de données étant à sens unique, cumulées au fait qu'après le tir, l'avion tireur fait demi-tour, empêchent le pilote de s'assurer de la destruction de l'avion ennemi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le BDA, pour Battle Damage Assessment. En gros, c'est vous assurer de la destruction de ce que vous vouliez détruire. Voilà. Une liaison de données bilatérale, c'est-à-dire qui fait remonter la position du missile en temps réel, serait plus utile et donnerait une meilleure conscience de la situation. Vous savez, l'ASA, si cher à notre copain Force the Queen. Je vous mettrai les liens dans les fiches, il en parle très très bien. Toutefois, cet armement est d'une efficacité redoutable. En effet, les armées de l'air modernes ne se passent plus du luxe de pouvoir utiliser ces armes en mode tir et oubli pour se mettre à l'abri d'une éventuelle riposte ennemie. Ou bien encore, de former des patrouilles de multiples appareils pouvant engager plusieurs cibles de manière simultanée afin de former un rideau défensif ou offensif aérien. Telle est la guerre aérienne moderne. Bien, merci à vous d'avoir regardé la vidéo si vous en êtes encore ici. Si vous êtes là et que ça vous a plu ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, voilà, que dire de plus, qu'il fallait quand même ajouter que ce qui m'a poussé déjà à faire cette vidéo, c'est que je voulais aussi expliquer que là, pour le coup, la conception et l'utilisation occidentale de ces armes, elle découle beaucoup de la stratégie américaine qui consiste à nettoyer le ciel de toute menace tout en étant au-delà de la portée des missiles ennemis. Donc, pour vous dire à quel point un pays, une nation qui a été innovatrice, donc les États-Unis d'Amérique, l'US Air Force, tout ça, tout ce pays a changé complètement la doctrine occidentale globale sur l'emploi de ces armes. Même si, même nous, Français, on a mis un petit peu de temps à s'y mettre. Mais finalement, voilà, c'est arrivé, tous les Occidentaux s'y mettent, mais également aussi quand même un peu la Chine et la Russie. Il ne faut pas se le cacher. Voilà, je voulais mettre un petit peu l'accent là-dessus. Revenir sur le fait aussi que, effectivement, on ne voit pas tous les missiles. Je pensais notamment, par exemple, au PL-15, qui est aussi le dernier Fox 3 chinois qui est utilisé. Où là j'ai encore trouvé rien, j'ai rien. Je peut-être pas bien cherché, me direz-vous, mais étant donné que c'est la dernière version de Fox 3 que les Chinois utilisent, c'est peut-être normal aussi qu'on trouve pas grand-chose là-dessus. Voilà. Et s'il y a d'autres missiles que j'ai oubliés, il y en a sûrement. N'hésitez pas à faire une petite liste, à en discuter entre vous dans l'espace commentaire, parce qu'après tout, c'est fait pour ça aussi. L'espace commentaire, c'est fait pour échanger entre vous. Je pense par exemple aux différentes versions du R77 qu'il existe, parce que on parle du R77 de base qui a été mis en service en 94, mais après il a été décliné dans d'autres versions. Si je prends aussi l'exemple du R37, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait ce missile est une déclinaison du R33 qui est devenu Fox 3, en fait, c'est tout. C'est tout. Il y a eu beaucoup plus d'autres choses, sûrement, mais c'est secret, on n'y connaît rien, donc on va pas en parler dans ces vidéos-là. C'est fait pour parler
que de choses qu'on connaît. C'est fait pour vous vulgariser au maximum, du mieux que je peux, les choses de l'aéronautique militaire, voilà, les missiles, comment ça marche, etc. C'est pas non plus pour remplir, on rentre pas dans le câblage, ça sert à rien. Moi-même, de toute façon, je n'y connais rien. Je suis pas de l'aspect, comme on dit chez nous. Voilà. Donc si ça vous plaît, un petit pouce, un petit com, un petit abo, et puis on poursuivra sur d'autres choses sympas du même genre. Allez, fly safe et à bientôt. Ciao!